Et merci beaucoup et merci de m'accueillir. Alors effectivement, alors, pour ce qui est de saluer la performance, je pense à la fin, on verra à la fin si s'il faut la saluer ou pas. Euh, le- c'est un sujet effectivement d'actualité. C'est un sujet très vaste en fait. J'ai appelé donc cette conférence Yellowstone 150 ans de nature nationalisée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est aujourd'hui, enfin en 2022, en train de célébrer les 150 ans, le 150e anniversaire de la création du parc de Yellowstone. Et c'est un bilan qui est difficile à tirer, parce que c'est un bilan qui est effectivement extrêmement riche, extrêmement complexe, et il est très difficile de savoir effectivement comment interpréter à la fois la création des parcs, le cheminement qu'ils ont eu pendant 150 ans, et puis il se pose la question de savoir si Yellowstone, c'est les parcs nationaux, ou est-ce que c'est Yellowstone? Est-ce que chaque parc national a son individualité, sa spécificité, son histoire, ses caractéristiques, etc. Donc j'ai choisi évidemment, comme on doit faire dans ces cas-là, j'ai choisi de prendre un angle particulier pour au moins essayer de trouver une porte d'entrée dans cette question de la préservation des espaces naturels et particulièrement des espaces naturels spectaculaires des États-Unis, ce qu'on appelle, j'en parlerai beaucoup évidemment, la wilderness aux États-Unis. Et j'ai essayé de prendre comme point de départ la question de la création, donc de revenir sur Yellowstone, non pas maintenant, non pas pendant les 150 ans, mais Yellowstone il y a 150 ans, pour s'interroger sur la question de savoir pourquoi, comment, à un moment donné, il a semblé au Congrès des États-Unis, au Congrès fédéral, qu'il serait bon d'aller créer un parc dans le Wyoming qu'on appellerait parc national et qui serait quelque chose de nouveau, voilà, tout simplement, pour dire ça vraiment de façon très simple et ouverte pour commencer cette allocution. Euh, un petit mot aussi sur la discipline d'où je parle en quelque sorte. La nature, on peut en parler, et c'est une des richesses de ce champ. On peut en parler de différentes façons. On peut en parler sous l'angle de l'écologie, on peut en parler sous l'angle des représentations artistiques, on peut en parler sous l'angle de la religion, évidemment, il y a beaucoup d'angles. Le mien, c'est celui de l'histoire environnementale. L'histoire environnementale, je voudrais juste en dire deux ou trois mots pour situer un peu le propos sur le plan disciplinaire. Je ne vais pas être très long, mais juste pour qu'on sache un petit peu clairement voilà, quelle est ma façon de regarder les choses. Donc l'histoire environnementale, c'est une branche assez récente de la science historique générale, de l'histoire. Elle a des origines dans différents pays, en France notamment, surtout aux États-Unis. En France, c'était plutôt en géographie historique notamment. Et aux États-Unis, c'est une discipline qui a émergé dans les années 1970, euh, vraiment pour combler un manque, pour s'interroger sur le fait que dans les récits historiques qui s'imposaient, qui dominaient, on ne prenait pas véritablement en considération l'apport ou les complexités apportées par le milieu naturel. C'est un champ qui est en pleine expansion, qui se développe maintenant partout dans le monde. Le sujet de l'histoire environnementale, c'est essentiellement les interactions, évidemment, entre les sociétés humaines et la nature qui les environne. Alors, j'ai juste voilà, toute petite définition très courte, mais que j'aime bien, qui est de Donald Worcester, qui est vraiment un des fondateurs du champ, qui dit ça. Donc, en anglais et en français, l'histoire environnementale s'intéresse au rôle et à la place de la nature dans la vie humaine. C'est assez simple, évidemment, mais ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est par sa simplicité, justement, elle nous contraint à un effort de complexification. C'est-à-dire qu'elle nous contraint, en quelque sorte, à interroger les termes qu'il emploie, nature, vie humaine, et évidemment le lien entre les deux. La nature, c'est un des termes les plus difficiles du dictionnaire à définir. C'est un test que je fais tous les ans avec mes étudiants. Je leur demande de prendre 5 minutes pour définir la nature. Ils ont tous évidemment l'impression de savoir de quoi ils parlent. Et quand on parle de la nature, intuitivement, on sait de quoi on parle. Quand il s'agit de prendre un papier, un stylo et de décrire réellement, enfin de définir ce que c'est, on n'y arrive pas. C'est très difficile. Ça a changé dans le temps, évidemment. Il y a une évolution importante dans le temps et dans l'espace, dans les sociétés. La nature en Occident, c'est pas la nature au Japon, c'est pas la nature en Afrique, c'est pas la nature des Amérindiens, etc. Quelle compréhension est-ce qu'on en a? De quoi parle-t-on? Ça pose aussi la question de l'accès à la nature, y compris de l'accès en termes de connaissances. Donc ça pose la question des sciences, ça pose la question de la physique. Le terme physique est lui-même, évidemment, issu du mot physis grec, qui veut dire la nature. Quelles sont les valeurs qu'on attache à la nature? Valeurs économiques, évidemment, on y pense tout de suite.
On parle beaucoup du pétrole, des énergies fossiles en ce moment, bien évidemment, mais aussi valeur esthétique, valeur patrimoniale, valeur spirituelle, pourquoi pas, et donc valeur métaphysique, hein, il n'y a pas que la physique. Comment est-ce qu'on en parle, etc. Et puis, donc, il y a cette question donc, de l'humain, mais de qui parle-t-on? De quelle place dans la société, de quelle société, quelle est la place dans la société des gens dont on parle? Quel est leur degré d'agentivité? Est-ce qu'il faut opérer une distinction, une différence entre les sexes? Est-ce que les hommes et les femmes ont le même impact sur les milieux naturels? L'écoféminisme postule justement que ce n'est pas le cas. En fonction de qui on est qu'on a les mêmes, des usages qu'on fait de la nature, est-ce qu'on a le même impact? Et puis enfin, il y a la question donc, de la relation entre ces deux pôles, la question des évolutions dans le temps et dans l'espace, dans les différentes cultures, de la relation entre l'humain et le naturel, sachant que la crise écologique dont on parlait à l'instant, la plupart du temps, on comprend qu'elle est le produit du divorce posé entre l'être humain et le monde naturel, divorce qu'on attribue en général, en tout cas parfois à des origines bibliques, à la Genèse, etc., et que certains philosophes, au contraire, attribuent à la pensée grecque et aux rémanences de la pensée grecque, justement, dans le texte biblique. La crise écologique, enfin, pardon, l'histoire environnementale se développe sur 3 niveaux, d'après Worcester. L'histoire naturelle, donc l'histoire des écosystèmes passés, l'histoire économique, l'histoire des sociétés, de l'impact, etc., et puis l'histoire des idées. Et c'est dans ce champ particulièrement qu'aujourd'hui je vais situer cette conférence. Et donc, comme je disais, je vais commencer par l'histoire de la fondation des parcs nationaux, phénomène qui, aux États-Unis, porte un terme précis. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui qui est utilisé. C'est le terme de préservation, preservation. Le mouvement préservationniste, c'est le mouvement de création des premiers parcs. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, le premier parc national, c'est donc Yellowstone, qui est ici, donc dans le coin nord-ouest du Wyoming. Et c'est effectivement le premier parc qui s'est appelé parc national. L'étiquette parc national a été inventée pour le parc de Yellowstone. Ça, c'est une des premières cartes, elle date de 1890 à peu près. Enfin, c'est en gros le premier tracé du parc de Yellowstone. Le tracé actuel n'est pas très différent. Et on voit bien tout de suite, j'aime bien cette carte parce qu'elle montre assez facilement, assez visuellement, enfin, assez nettement, à quel point le tracé du parc est en divorce total avec les caractéristiques naturelles, que ce soit les montagnes, les rivières, etc. etc. On a vraiment choisi de prendre une carte et de dessiner un carré sur la carte, et on a dit là, ça sera préservé, à l'extérieur, ça ne le sera pas. Mais la différence entre à l'intérieur et à l'extérieur n'est pas évidente sur la carte. Qu'est-ce qu'on a? On a des bisons. On a également donc un sol dont vous voyez qu'il est assez magique, qui correspond à des sources chaudes, parce qu'en fait c'est une région volcanique. Il y a ce qu'on appelle un super volcan, le Yellowstone, qui est endormi, et ça serait bien qu'il ne se réveille pas, son impact planétaire serait considérable. Ça ressemble à ça, voilà. Et donc on a, j'en parlerai tout à l'heure, une région qui correspond à peu près trait pour trait aux fondamentaux de ce qu'on appelle l'esthétique sublime, c'est-à-dire des contrastes très forts dans les couleurs. Ici, on a des fumerolles qui sont faites des geysers. Et donc, cette idée générale que l'être humain n'est pas le bienvenu, que ce n'est pas un territoire où on doit vivre, en fait. On n'a pas forcément l'impression même d'être sur la Terre. Ça peut avoir quelque chose de complètement déstabilisant, déroutant. C'est pas, on n'est pas dans une prairie. Voilà. Je ne vais pas, cela dit, pour l'instant, on va laisser Yellowstone de côté, même si cette conférence porte sur Yellowstone, tout simplement parce que la raison pour laquelle Yellowstone a été appelé le premier parc national est assez peu importante. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est une raison concrète, pratique, politique, qui était que le parc de Yellowstone a été créé dans l'État du Wyoming, qui précisément n'était pas un État, parce qu'il n'existait pas en tant qu'État, c'était encore un territoire. Et donc la gestion du parc ne pouvait pas être donnée en gestion à l'État du Wyoming qui n'existait pas. Et donc le gouvernement fédéral a gardé la gestion de ce parc, et l'adjectif national de parc national, à ce moment-là, dans ce contexte-là, en gros est synonyme de fédéral. Donc on va s'éloigner de Yellowstone, pardon, et on va aller vers Yosemite, en Californie, dans la Sierra Nevada, quelques années plus tôt, en 1864, parce que c'est là, en fait, que tout se joue,
et que l'esprit de la préservation, que les premières réalisations de la préservation, du mouvement préservationniste que j'ai évoqué, prennent corps et se développent. Encore une fois, de quoi parle-t-on? On parle d'un parc assez mal fichu, pour dire les choses très clairement. Je ne sais pas si vous voyez bien donc, sur cette carte, il y a une première entité, donc le trait gris qui entoure la vallée, et il y a une deuxième entité, le Mariposa Big Tree Grove qu'on a en bas, qui regroupe une futaie de séquoias. Et donc il y a un parc en deux parties, avec à peu près 50 km qui les séparent, et rien pour les unir. Donc on a vraiment d'un côté le roc, la vallée, de l'autre côté le végétal, l'arbre. Yosemite ressemble à peu près à ça. Ça, c'est une bird's eye view, donc c'est l'idée de regarder. Là, on est à l'ouest, on regarde vers l'est, et ce qu'on voit, c'est que la vallée est assez spectaculaire parce que le fond est totalement plat. C'était un lac en fait qui s'est comblé, et puis les murs de la vallée, les falaises, sont extrêmement verticaux, semblent presque artificiels en quelque sorte, semble fabriqué, et donc il y a vraiment l'impression d'un espace quasiment architectural très frappant. On le voit mieux évidemment sur cette photo qui est prise en gros au même endroit mais au niveau du sol, et on voit à quel point c'est impressionnant. Cette photo montre aussi, alors là pour le coup, l'arrière de la vallée avec cette montagne très caractéristique qui s'appelle Half Dome, qui a été le produit de l'érosion glaciaire en fait, avec d'autres cascades, on voit ici. Voilà. Donc la vallée de Yosemite est effectivement assez objectivement, j'aime pas cet adverbe, mais enfin assez clairement spectaculaire et frappante. De l'autre côté, donc, je vous disais, on a les arbres. Et ces arbres sont des séquoias. Aux États-Unis, les séquoias, la plupart du temps, ne sont pas appelés des séquoias, mais des big trees, parce que tout simplement, effectivement, ce qui les caractérise, c'est leur taille. Ces arbres, c'est une photo, c'est la même photo, hein, c'est le même arbre. C'est des photos qui ont été prises par le National Geographic, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette photo-là est en fait la combinaison de plusieurs dizaines, je ne sais plus exactement combien, de photos qui ont été prises individuellement, parce qu'il est impossible en fait d'avoir cette photo. Il est impossible de prendre une photo aussi nette d'un arbre aussi grand. Ça ne rentre pas dans l'objectif en fait. Il faut se mettre trop loin pour en avoir vraiment la sensation. On voit quand même en bas, si vous voyez cette petite tache rouge est en fait un homme adulte, et de grande taille. Et vous avez cette branche ici qu'on retrouve en bas de l'arbre, pour vous donner un peu une idée de l'échelle. Cette branche est déjà, en tant que telle, serait déjà un arbre d'une taille assez remarquable. Donc, ces arbres sont remarquables par leur taille. Ils font jusqu'à 10 mètres de diamètre, jusqu'à 70 à 80 mètres de haut. Et surtout, ils sont remarquables par leur âge, puisqu'ils peuvent vivre jusqu'à 3000, 3500 ans. Et j'en parlerai tout à l'heure. C'est évidemment exceptionnel et évidemment, ça attire l'attention. Maintenant, au-delà de Yosemite, qu'est-ce qu'un parc et qu'est-ce qu'un parc national? Donc, je précise, Yosemite ne s'est pas appelé parc national. La Californie existait. Le Congrès fédéral a créé le parc public, à défaut d'un terme plus clair, de Yosemite, et l'a confié en gestion à l'État californien. Donc ça ne s'est pas appelé parc national, mais l'essentiel de la préservation y était déjà. Qu'est-ce qu'un parc national? La première chose à avoir en tête, c'est que c'est incontestablement, clairement et tout à fait objectivement une invention américaine. On entend parfois que des choses assez similaires se créent en Europe au même moment. On évoque assez souvent Fontainebleau notamment, je pourrais en parler assez rapidement tout à l'heure. Et oui, c'est vrai que l'appréciation de la nature, ce n'est pas un phénomène américain. On n'est pas obligé de vivre aux États-Unis pour trouver que la nature est belle. Au moment où les parcs de Yosemite et de Yellowstone étaient créés, les Européens aussi avaient un regard sur la nature qui évoluait, qui était très riche, un discours qui évoluait aussi, un regain d'intérêt pour les forêts, les montagnes. On pense à Hugo, évidemment. Le poème que j'aime bien citer, c'est La nature dans les Contemplations. Juste quelques vers. Je suis l'arbre des bois, je suis l'arbre des monts, je porte les fruits mûrs, j'abrite les pervenches, laissez-moi ma racine et laissez-moi mes branches. On voit que dans ce contexte-là, on n'est pas très loin. On pense à Baudelaire, correspondance, hein, la nature est un temple de vivants piliers, etc. Donc, oui, appréciation de la nature, incontestablement. Fontainebleau, effectivement, sous Napoléon III, on préserve ce qu'ils appellent les séries artistiques, qui sont en fait les sujets de futurs tableaux, notamment de l'école de Barbizon. Donc, on préserve des paysages pour que les peintres puissent les peindre. Cela dit,
pour comprendre le parc national, il faut vraiment faire la part de ce qui a été exclusivement et proprement américain, d'une part, et ce qui relève au contraire d'un courant intellectuel et esthétique beaucoup plus large, beaucoup plus global, qu'on pourrait, par simplification, appeler juste le romantisme. Euh, et donc il faut faire la part de ces deux choses pour vraiment prendre en compte la spécificité de la création des parcs et du développement du mouvement préservationniste. Parce que le contexte en lui-même, même s'il est très riche, ne suffit pas à expliquer l'originalité du projet américain. Les États-Unis ont cristallisé un objet en un objet inédit, j'insiste vraiment, inédit, ça n'existait pas, une évolution assez diffuse et désordonnée du regard sur la nature. Donc le projet préservationniste, avant tout, c'est l'invention d'une politique de la nature qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Euh, une chose, c'est apprécier la nature, une autre, c'est la peindre, faire des poèmes, des choses comme ça, et une autre chose, c'est en débattre dans un hémicycle pour faire une loi qui va avoir un effet immédiat sur le territoire. C'est totalement différent, et ça se passe aux États-Unis. En 1864, au moment où la loi sur Yosemite est adoptée, le Congrès américain est à quelques kilomètres des champs de bataille de la guerre de sécession, c'est juste à côté. Et en pleine guerre de sécession, ils adoptent un texte qui crée un parc à 4500 km de là, en Californie. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est le côté incongru de la chose. Il y a vraiment quelque chose d'étonnant dans cette démarche. Ça ne va pas de soi, en fait. Et donc il faut essayer de comprendre ce qui a été fait et pourquoi. Donc le point d'entrée dans ce questionnement, le point d'entrée le plus logique, le plus légitime, c'est de partir de ce qu'on comprend actuellement et de s'interroger sur le cheminement. Ce qu'on comprend actuellement, c'est qu'un parc national protège la nature, protège l'environnement. Et voilà, la question qu'on peut se poser, c'est tout simplement, est-ce qu'un parc national est écologique? Est-ce qu'un parc national protège l'environnement? La réponse, elle est très claire, non. Il serait excessif, il serait même faux d'évoquer ce genre de souci pour la Californie des années 1860, pour au moins deux raisons. D'une part, le parc de Yosemite n'avait, comme je l'ai dit, aucune cohérence ni continuité territoriale. On met la vallée d'un côté et les arbres de l'autre, on ne les fait pas se rejoindre. Il n'y a aucune espèce de cohérence écologique. Donc, clairement, la protection des équilibres naturels n'était pas du tout l'objectif des préservationnistes. Il n'y a rien dans la loi qui évoque ça, rien. L'autre raison, c'est que le concept d'écologie, rapidement, et le mot lui-même, écologie, ne sont inventés qu'en 1866 par Ernst Haeckel, un biologiste darwiniste allemand, qui dit que par écologie, nous entendons la science globale des relations entre l'organisme et son environnement, où nous pouvons inclure au sens large toutes les conditions d'existence. Ce mot ne se diffuse aux États-Unis que dans les années 1890, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas une réflexion sur la nature aux États-Unis. Simplement, ce n'est pas cette réflexion qui aboutit à la création des parcs. On est sur deux évolutions totalement distinctes qui peuvent finir par se rejoindre, on pourra en parler tout à l'heure, mais ce n'est pas le mouvement, l'évolution de la science écologique ou la naissance de ce regard sur la nature qui est à l'origine des parcs. Alors donc, tout simplement, pourquoi créer les parcs? Et donc, pour comprendre ça, il faut revenir au contexte historique que j'ai évoqué il y a une minute, qui est la guerre de sécession, donc 1861-1865. 700-750 000 morts, on ne sait pas exactement, mais c'est une hécatombe absolument abominable. C'est un déchirement total, c'est un traumatisme complet. On est en 1864, donc l'enjeu n'est pas véritablement de savoir qui va gagner la guerre. L'enjeu, c'est de savoir ce qu'on va faire du pays une fois que le Nord aura gagné la guerre. Cette guerre, elle menace immédiatement la pérennité du projet américain. C'est-à-dire que les États-Unis, la nation, justement, le pays qui a été créé par les pères fondateurs au moment de la Révolution, est face à un échec. Un échec pas forcément durable, mais qui est un échec. Et est-ce qu'on va s'en remettre? Est-ce que le pays va pouvoir survivre? Ou est-ce qu'il va y avoir 2, 3, 4 entités sur le territoire qui est maintenant occupé par un seul pays, qui est les États-Unis? Et donc, cette situation met en évidence la nécessité de poser les bases d'une nation, justement, et non plus seulement d'une union. Alors, je n'ai pas le temps, évidemment, de revenir sur Lincoln, sur le Gettysburg Address, la façon dont Lincoln, justement, dans ses discours, passe de union à nation. On pourrait parler du 14e amendement, on pourrait parler de tout ça. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a cette idée de
créer véritablement une nation américaine qui vienne donner corps à l'union des États. Et pour que cette nation existe, il lui faut des symboles, évidemment. Il lui faut des monuments qui soient susceptibles de lui faire prendre conscience d'elle-même, de se célébrer. Et ce qui pose évidemment la question de ce qu'il faut représenter et de ce qu'il faut patrimonialiser, de ce qu'il faut poser en patrimoine. Quels pouvaient être les monuments américains? C'est une question évidemment toujours assez fondamentale aux États-Unis, c'est-à-dire qu'est-ce qui véritablement constitue le cœur de l'identité américaine, ou tout au moins du génie américain? Quelle est la contribution américaine à la culture occidentale? Qu'est-ce qui distingue les États-Unis du substrat anglais, irlandais, enfin européen au sens large, etc., etc. On sait qu'à l'époque, cette photo, je la trouve intéressante parce que le Capitole, en 1864, était justement en chantier. Ils étaient en train de construire ça exactement au même moment. Et on voit qu'on n'est pas vraiment dans la recherche d'une originalité ou de quelque chose de spécifiquement américain. On est dans un monument évidemment très néoclassique, de la même façon qu'on peut avoir des églises néo-gothiques au même moment. Et c'est donc pas dans l'architecture, clairement, qu'on va pouvoir trouver, à cette époque-là, le fondement d'un patrimoine américain. Il se trouve donc qu'au moment de la guerre de sécession, on est juste après la fin de cette conquête de l'Ouest, en tout cas de ce mouvement d'annexion des territoires qui séparent la côte Est de la côte Ouest. Et ce territoire, justement, fournit à point nommé aux États-Unis non pas des monuments, mais des paysages qui avaient l'avantage d'être totalement spectaculaires, remarquables, et surtout, c'est ça qui est important, totalement différents, totalement étrangers à ce qu'on pouvait trouver en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, comme en Europe, ce sentiment d'être toujours un énième visiteur. Quand on fait une randonnée dans les Alpes, on a toujours une chapelle, une bergerie, quelque chose. Voilà. Aux États-Unis, on peut avoir, et surtout à l'époque, on peut avoir l'impression d'être véritablement la première personne qui marche là. C'est largement un mythe, mais c'est un mythe qui fonctionne. Et la construction du patrimoine américain s'est donc largement appuyée sur le territoire, sur l'espace, sur l'immensité massive et fascinante du continent pour les Américains, qui était fondamentalement la seule qui soit capable, justement, par son amplitude, qui soit capable de rivaliser avec la profondeur temporelle des civilisations européennes. Donc on a une espèce de couple, de jeu entre d'un côté l'espace aux États-Unis, le temps en Europe, d'un côté l'amplitude énorme des territoires, de l'autre côté la profondeur temporelle, d'un côté le territoire, de l'autre côté la mémoire, etc. Mais on le voit bien, il ne s'agit pas de pôles isolés, il s'agit vraiment de mise en tension entre territoire et mémoire. Et donc la nature américaine s'inscrit comme ça dans une espèce de tension entre espace et temps. Plus exactement, il faudrait dire qu'elle a été investie d'une profondeur mémorielle, une mémoire qui se souvient de quoi, c'est pas clair, on ne sait pas, on en parlera tout à l'heure, mais une profondeur mémorielle qui permettait d'accéder à un passé qui n'était pas historique, mais qui était mythique, éminemment, uniquement et littéralement américain, au sens où c'était le territoire américain qui donnait accès à ça. Donc ce qu'il fallait célébrer, c'était la virginité présumée, fantasmée, d'un continent censément neuf, le mythe de la nature primitive. En d'autres termes, la wilderness, donc cette nature sauvage, totalement fantasmée, inventée, qui relève beaucoup plus du discours que de l'apparence sensible. Alors on va pas, j'ai pas le temps évidemment de développer toute cette question de la wilderness, et c'est sans doute des choses que vous connaissez déjà. Juste une citation donc, tirée de cet ouvrage fondateur sur la wilderness de Roderick Nash, 1967. C'est un monument sur la question. Il dit ceci: la wilderness n'a pas de matérialité précise. Ce terme désigne une qualité, suggérée par le suffixe ness, produisant une certaine sensation chez un individu donné et qui par conséquent peut être attribuée par cet individu à un lieu particulier. Du fait de cette subjectivité, une définition universellement acceptable de la wilderness est impossible. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'en fait, la wilderness est un discours, c'est une imagination, c'est certainement pas un donné, il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas quelque chose qui soit objectivement de la wilderness.
tant qu'on perçoit ça comme de la wilderness, c'en est. C'est véritablement une rhétorique. Et dès lors, cette wilderness va être représentée, mais jusqu'à la nausée, dans les années qui précèdent un peu la guerre de sécession et surtout qui suivent. Donc j'ai fait une petite sélection d'images que probablement pour certaines au moins vous connaissez. Celle-ci est très célèbre. C'est Thomas Cole des Oxbow. On voit bien la séparation entre, d'un côté, une nature sauvage très américaine, menaçante, dangereuse. On voit l'arbre qui a été arraché, etc. Ici, on comprend qu'on n'est pas forcément les bienvenus. Et de l'autre côté, cette nature très domestiquée, avec des fermes, des cheminées d'où s'échappe la fumée ici, et puis des champs, etc. Et donc, pour simplifier, on a d'un côté l'Angleterre, de l'autre côté l'Amérique, avec au milieu ce point d'interrogation qui questionne. Voilà. Et on est à la fin de la période de la première génération, c'est au moment où tous les pères fondateurs sont morts, et Thomas Cole s'interroge, quel est le devenir de l'Amérique? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va en Angleterre ou est-ce qu'on garde l'élément américain? Mais si on garde l'élément américain, ça ne va pas être confortable. Qu'est-ce qu'on devient? Ici, on a une autre représentation que j'ai mise là justement parce que on a cet effet d'échelle entre les figures humaines et l'arbre. Cet effet d'échelle, là, il est totalement faux, évidemment. Il est construit par le peintre. Ce n'est pas des séquoias. Mais il y a quand même cette idée que les figures humaines sont écrasées par la grandeur de la nature américaine, avec justement ce couvert des arbres extrêmement impressionnant, extrêmement dense et donc extrêmement sombre, qui encore une fois donne cette impression qu'on n'est véritablement pas les bienvenus, qu'on n'est pas censé être là, et qu'y aller, c'est pas très confortable, c'est pas très accueillant. Voilà, ça c'est quasiment la photo d'identité de Yellowstone. On est en 72, donc au moment de la création du parc, avec cette représentation, encore une fois, ces contrastes très forts. On retrouve les photos de tout à l'heure avec ces mêmes tonalités, jaune, orange, rouge, etc. On retrouve aussi les figures humaines totalement écrasées par la grandeur du paysage. Ici, la cascade de la Yellowstone qui se transforme quasiment en fumée avec cet élément de feu supposé, suggéré, qui s'impose dans l'image. Là, c'est Albert Bierstadt. Bierstadt, c'est un peintre que vous connaissez peut-être, qui n'est plus très connu, qui a eu beaucoup de succès à son époque en peignant justement ça. Il a peint des dizaines de versions de la vallée de Yosemite, sachant que ce ne sont pas des représentations exactes de la vallée, mais des commandes. Il répondait à des commandes de ses clients et il peignait des Yosemite. Il n'y a aucun endroit à Yosemite qui ressemble réellement à ça. C'est pas important. Il représente un Yosemite. Ce qui est intéressant aussi, c'est le petit groupe d'animaux en bas, qui sont des cerfs et des daims, parce qu'ils sont dans une posture qui est très codée et très typique, qui veut dire, ce que vous regardez est de la wilderness parce que vous nous dérangez. On voit que le mâle est en train de regarder pour savoir s'il faut partir, etc. Et donc, l'incursion du regard de l'observateur est en soi une destruction de la wilderness. Il y a déjà une ingérence de l'humain dans le paysage. Et ça se retrouve sur des dizaines de tableaux. Et c'est vraiment un code. Ça veut dire, ça, c'est de la wilderness. Ici, c'est la même chose. À la place des cerfs, on a des pionniers, mais c'est pareil. C'est encore un autre topos. Ici, on retrouve les cerfs. Ce qui est intéressant dans celui-ci, alors le contraste là n'est pas très apparent sur cette projection, mais la montagne se fond avec le ciel. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, la montagne et l'élément divin deviennent complètement mélangés. Et c'est un des fondements aussi de la wilderness, c'est qu'en fait, ça donne accès à la création divine avant la chute, avant Éden. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est le paysage d'avant l'expulsion. C'est un paysage prélapsarien, c'est-à-dire vraiment où on peut avoir encore accès au dessein divin avant que les hommes ne l'aient gâché. Avec toujours cette idée aussi de la seconde chance, qui est aussi une des bases de la culture américaine. J'ai mis celui-ci parce qu'il me fait rire, tout simplement, parce qu'il y a des vaches. Et c'est pas possible, c'est absurde qu'il y ait des vaches à Yosemite. Pourquoi est-ce que ce tableau a des vaches? Vraisemblablement parce que le client a demandé des vaches. Et c'est bien pour montrer, parce qu'elles ne peuvent pas y arriver à Yosemite, les vaches. C'est pas possible, c'est des chemins escarpés, ça n'a pas de sens. Les chevaux avaient du mal à y aller. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on ne représente pas ce qu'on voit. C'est pas important.
on a un discours, en fait. La wilderness, c'est vraiment une rhétorique mise en image, point. Et là, c'est totalement hors sujet, totalement absurde. Bon, enfin, on lui a demandé de peindre des vaches, il a peint des vaches. Et voilà, et celui-ci, ce dernier, promis, Sunset in the Yosemite Valley, là, c'est pour vous montrer à quel point ça pouvait être véritablement over the top, c'est-à-dire excessif, c'est-à-dire qu'on a un coucher de soleil qui est en fait un feu de forêt, quasiment. On a l'impression vraiment que là, l'accent mis sur cette esthétique sublime est tellement excessif et tellement énorme qu'en fait, on est dans la caricature, véritablement. Voilà. Une dernière image quand même de wilderness, parce qu'on pourrait s'interroger sur l'impact au sens large de ces représentations dans la population américaine. Parce que, évidemment, pour commander des tableaux comme ça, il fallait les payer, c'était pas, tout le monde ne pouvait pas se permettre ça. En fait, ces représentations de la wilderness étaient diffusées par le moyen de lithographie, notamment par l'entreprise Currier and Ives, qui était très, très célèbre et extrêmement prolixe, où on a des représentations beaucoup plus naïves, beaucoup plus simples, mais c'est exactement le même vocabulaire, ce sont exactement les mêmes images, les pionniers, l'ours, etc. Et ça, pour le coup, c'était diffusé très très largement aux États-Unis. Ça coûtait pas cher. Il y avait des gens qui passaient dans les villages, dans les villes, qui vendaient des almanachs, des brosses, etc. On connaît tout ça. Et ça. Et il faut imaginer que dans les maisons, à peu près partout dans le pays, sur les murs, il y avait des choses comme ça. Notamment des représentations de la wilderness et du Great West qui ont permis justement de vulgariser dans la population américaine le lexique de la wilderness et de le rendre compréhensible, accessible au plus grand nombre, et de le répandre vraiment dans l'ensemble de la nation américaine. Et donc c'est dans ce contexte culturel que le projet préservationniste prend naissance, enfin, apparaît, s'insère, et prend tout son sens. Yosemite donne l'occasion, au bon moment, et justement après les déboires, c'est pareil, j'ai pas tellement le temps de développer ça, mais après les déboires et l'humiliation des chutes du Niagara. Les chutes du Niagara, c'est un site exceptionnel, immédiatement gâché, et qui devient immédiatement le temple de la vulgarité, et qui est immédiatement décrit par les touristes anglais notamment comme l'évidence, la manifestation évidente de l'incapacité des Américains à faire culture. C'est-à-dire que Thomas Cole, justement, va aux chutes du Niagara dans les années 1830 et dit que la seule façon de les apprécier, c'est de nuit. C'est-à-dire qu'on les entend, et là on a la perception de toute la grandeur du site, mais dès que le matin arrive et qu'on les voit, l'impact justement de ce que les Américains en ont fait est tellement dégoûtant, c'est ce qu'il explique, c'est les termes qu'il emploie, qu'en fait on ne peut plus véritablement on peut plus les apprécier. Yosemite, encore une fois, apporte une deuxième chance et la possibilité de véritablement garder un site exceptionnel et d'en faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre un paysage, c'est-à-dire donc un espace déterminé par ses qualités esthétiques et culturelles, et un site. Et Yosemite est un site avant d'être un paysage. Donc pour dire les choses vraiment très simplement, Yosemite n'était pas de la wilderness, parce que la wilderness, c'est une rhétorique plaquée sur l'espace, mais ce n'est pas quelque chose qui est spontanément, qui existe spontanément. La wilderness, c'est un regard, c'est un concept, c'est un fantasme. Yosemite, c'est une vallée. C'est pas la même chose. Et donc, cette vallée n'avait pas tous les attributs souhaités pour correspondre au concept de wilderness, et ces manquements, qui étaient véritablement vus, décrits et vécus comme des manquements, comme des défauts, ont été la cause de frustrations qui ont donné lieu à toute une série de tentatives de remédiation des défauts de la vallée. On va commencer par cette image, qui est une photographie donc, de 1880, d'un groupe de touristes, chasseurs, c'était encore permis à l'époque, qui posent devant la cascade de Yosemite, Yosemite Falls. On est en pleine saison touristique, et donc on est dans les années, on est probablement en août, et vous voyez cette cascade qui est très visible, enfin très nourrie. C'est totalement impossible. La cascade de Yosemite, en août, c'est pas possible qu'il y ait tant d'eau, parce qu'elle est, c'est la fonte des neiges qui alimente la cascade, et en août, il n'y en a plus, tout simplement. Et donc, c'est pas possible. Et donc, les touristes arrivaient, se plaignaient, écrivaient des choses terribles sur le site en disant que c'était une arnaque, et qu'ils voulaient la cascade. Donc, évidemment, il a été question de construire un canal pour alimenter la cascade en eau
en août pour que les touristes soient contents. Ça coûtait très cher, c'était compliqué, ça n'a pas été fait. Ça a été fait sur une autre cascade, cela dit, mais pas sur celle-là. Et donc ce qu'on a ici, en fait, c'est tout simplement un moyen terme qui a satisfait tout le monde, qui est que on a c'est de la peinture blanche, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le peintre peignait la cascade sur les photos, et les gens, ils étaient contents, ils rentraient chez eux avec leurs photos, et c'est tout ce qu'ils voulaient, et ça marchait. Un autre exemple un peu plus compliqué, c'est ça. Alors ça, c'est la première représentation, en 1855, justement, de la vallée. Après sa découverte, en 1851. On ne voit pas bien, mais c'est cette fameuse cascade qui, pour le coup, était vraisemblablement alimentée comme ça à l'époque. Et on voit que le dessinateur a représenté en bas le groupe de pionniers auquel il appartenait, et il a représenté les arbres de la vallée autour. Et on voit que c'est assez dégagé, et que c'est un espace plutôt agréable. Et ce dessin a servi de base à l'illustration qui allait accompagner un texte de promotion de la vallée à des fins touristiques. Et on voit que, ça c'est l'image, la lithographie qui en a été tirée, et on voit qu'il y a un petit changement quand même, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais en bas, les arbres qui étaient sur le côté ont été ramenés au centre, justement pour créer cette image beaucoup plus conforme à l'idée de la wilderness. C'est-à-dire que le couvert des arbres vient par-dessus le groupe de pionniers pour renforcer cette idée justement d'une wilderness dense, etc., etc. Ce qui est encore peut-être un peu plus étonnant, c'est qu'en fait, là c'est pareil, c'est un petit peu surexposé, on voit quand même que le sol de la vallée est très clairsemé. Ça, c'est l'état de la vallée donc dans les années 1850-1860, au moment où le parc est créé. Effectivement, ça ressemble à un parc. Ça ressemble à un parc anglais, en fait. Ce qui pose un problème quand on veut célébrer la wilderness américaine. Et la première photo, une des premières photos de la vallée en 1867 montre aussi qu'on a un parc qui est quand même très clairsemé. Et c'est tout à fait logique, c'est que les Indiens, à l'époque, justement, pour la chasse, mettaient le feu régulièrement à la forêt de façon à la dégager, etc. Un siècle après, on se rend compte qu'en fait, la vallée a effectivement été mise en conformité, de façon totalement délibérée, par les autorités du parc, qui ont laissé la forêt prendre tout l'espace, en supprimant absolument tout départ de feu, en interdisant absolument la pratique donc, des feux contrôlés, etc., de façon à ce que la vallée finisse par ressembler beaucoup plus fidèlement à l'image de la wilderness qu'on voulait promouvoir, en quelque sorte. Cette utilisation du site à des fins culturelles et patrimoniales joue également au niveau de l'utilisation des arbres et de façon peut-être encore plus radicale. Donc ça, c'est une photo avec son agrandissement que j'ai prise dans le parc de Yosemite. On a donc une tranche de séquoia, un tronc qui a été abattu, qui a été coupé. Et comme vous le savez, en comptant les cercles, on peut déterminer l'âge de l'arbre. C'est ce qui a été fait. Et donc, une fois que l'arbre est coupé, on peut savoir quel était son âge avant qu'il soit coupé et donc avant qu'il soit mort. Et ça permet aussi, et c'est ça qui est assez frappant, mais c'est assez fréquent dans le parc. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont allés à Yosemite, c'est des choses qu'on voit assez fréquemment, dans plusieurs endroits du parc. On voit que les différents cercles ont été identifiés pour correspondre à des époques de l'histoire américaine. Donc on a la déclaration d'indépendance, l'arrivée des pèlerins, et puis l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Ce qui est étonnant ici, c'est que le séquoia donc, sert en quelque sorte de passerelle végétale pour ancrer la Californie et donc les États-Unis dans une histoire américaine classique, l'histoire des grandes dates des États-Unis. Et donc on est vraiment ici dans une logique de monumentalisation, le terme est un peu lourd, mais c'est vraiment ça dont on parle. L'arbre, en fait, là, devient comparable dans la démarche de patrimonialisation à la maison de Washington à Mount Vernon, par exemple, ou Monticello, etc. Il y a véritablement un objet, ici c'est un objet naturel, mais qui permet de célébrer l'histoire du pays. Ici, c'est par le séquoia qu'on le fait. Séquoia qui, évidemment, n'avait pas demandé grand-chose. Et on voit bien à quel point on n'est pas dans une logique de protection, puisque pour célébrer justement ce monument, il faut l'abattre. Et
ce discours, par ailleurs, n'est pas encore là un discours docte. Ce n'est pas un discours qui s'adresse à des élites. C'est un discours qui se veut résolument populaire, au sens où il doit être capté par la culture populaire. Et ça donne lieu donc à ce genre de représentation, où on a aussi The Stump and Trunk of the Mammoth Tree, où on a des séquoias géants qui ont été abattus de façon à transformer leur souche en piste de danse. Et les gens, effectivement, allaient danser. Donc on peut encore y aller, hein, c'est évidemment encore là. Euh, Ce qui est évidemment enfin, c'est une image qui est très difficile à lire en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est un acte qui est à la fois un acte de destruction et un acte de célébration dans le même temps. Ces tranches d'arbres servent justement à populariser cet usage du séquoia, mais il y a aussi des représentations de ce type qui sont très très communes. Ça, c'est un livre que j'ai acheté aussi dans un parc national. Vous avez 2 pages en fait, et sur chaque double page, il y a l'évolution d'un séquoia d'un côté et une image en regard qui représente un moment de l'évolution de l'histoire européenne. Ici, il fallait bien choisir, j'ai choisi le moment où, alors que le séquoia donc, grandit, croît et embellit, les croisades ont lieu en Europe, et donc il y a ici des croisés qui passent, anglais par ailleurs, aucun sens, qui passent devant Notre-Dame. Et donc on a vraiment un regard sur deux types de monuments. L'arbre d'un côté, Notre-Dame, donc le patrimoine naturel américain d'un côté, le patrimoine bâti européen de l'autre. Et l'âge exceptionnel de l'arbre peut permettre en fait d'aller encore beaucoup plus loin. Et cette citation là pour le coup est vraiment étonnante parce que c'est un texte qui a donc été rédigé par un surintendant du parc national de Séquoia, donc c'est un texte officiel, c'est un texte rédigé par un fonctionnaire, et donc qui engage en quelque sorte la parole du gouvernement fédéral, qui dit ceci, donc c'est un texte sur une plaque qui est posée près d'un séquoia dans Sequoia National Park. Il dit ceci: cet arbre était déjà grand et robuste quand le Christ marchait en Palestine. Quand Moïse donna les 10 commandements aux Hébreux, c'était un arbre jeune et solide, vieux de quelques centaines d'années. Quand les cohortes des Assyriens fondirent sur la Grèce et quand Khéops construisait sa pyramide, il projetait déjà une pousse fine d'un vert tendre dans le ciel bleu de la Californie. Et évidemment, le fait d'identifier le lieu comme la Californie, ce qu'elle n'était pas à l'époque, est intéressant parce que ça permet clairement de mettre la Californie sur le même niveau en termes de profondeur temporelle que les pyramides d'Égypte. Et donc ça permet à la nation américaine de s'ancrer dans une temporalité qui est spectaculaire et qui est évidemment bien plus ancienne que la temporalité européenne. Et qui par ailleurs pousse encore, c'est-à-dire que c'est un vert tendre qui pousse, et à la différence des monuments européens qui sont bâtis et qui donc sont voués à devenir des ruines qui seront célébrées, le séquoia, lui, est vivant et donc continue à grandir, continue à croître et à embellir. Voilà, donc on a une sorte de confrontation entre un temps historique en Europe, qui lègue un patrimoine bâti, et un temps végétal, qui fabrique un patrimoine naturel, patrimoine qui, en quelque sorte, célèbre, pour dire ça comme ça, un temps qui a eu lieu, qui est ancré dans le sol, qui est accessible par le territoire. Donc la situation est très différente en Europe et aux États-Unis. En Europe, le patrimoine est matériel, et il préexiste à la volonté de le mettre en valeur. Le patrimoine est fait patrimoine, mais le monument existait avant. Aux États-Unis, c'est avant tout une rhétorique, un discours sur l'espace, sur l'Amérique, dont il s'agit. Donc on donne un message à la nature, on donne une expression, on veut qu'elle dise quelque chose. Cette rhétorique est toutefois assez frustrante, parce qu'elle ne peut pas s'affranchir totalement d'une enveloppe sensible. C'est-à-dire qu'une rhétorique ne suffit pas fondamentalement. La wilderness est un discours, mais l'arbre, qui est l'objet de ce discours, est un objet. Justement, on ne peut pas s'affranchir de la matérialité de l'arbre. Et si on veut utiliser cette rhétorique à des fins patrimoniales, et donc patriotiques, nationales, nationalistes éventuellement, il faut mettre l'objet en valeur et il faut lui donner accès. Le problème, c'est que ces arbres sont difficilement accessibles. On est dans la Sierra Nevada, les touristes anglais notamment, mais aussi américains, ne viennent pas facilement leur rendre visite. Et il y a une mise en doute, une mise en question évidente et immédiate de la véracité du propos, en fait. Et on ne peut pas prouver, on peut pas, surtout à l'époque, on ne peut pas les prendre en photo, on peut les peindre, certes, mais ce n'est pas une preuve.
Donc comment est-ce qu'on permet en fait de valoriser ce patrimoine naturel exceptionnel? On le fait notamment comme ça. Donc ça c'est la même image, hein. Et on voit qu'on a un séquoia avec un échafaudage qui a été construit autour. Vous voyez qu'il y a un escalier là qui permet de monter le long du tronc, et on voit qu'il y a des marques, des traits là, sur le tronc, un quadrillage. Et en fait, à défaut de pouvoir démonter, abattre le séquoia et l'emmener en Angleterre pour qu'enfin les Anglais puissent le croire, on a démonté l'écorce du séquoia, découpé en morceaux, on a numéroté chaque morceau, on a mis tous ces morceaux dans des boîtes qu'on a emmenés à Londres, qu'on a reconstruit à Londres pour montrer aux Anglais que les arbres américains sont vraiment beaucoup plus grands que les arbres anglais. Et le problème, évidemment, c'est que cette image, enfin l'arbre réduit à son image, ne peut pas convaincre, ça ne peut pas suffire. C'est-à-dire que l'arbre n'est pas réductible à son imaginaire, de la même façon que la vallée n'est pas réductible à un paysage, à une représentation en 2 dimensions. Donc ça ne marche pas. Et on arrive à pratiquement l'extrémité, la logique, la conclusion logique en fait de cette pensée. Là, on est au Sénat des États-Unis. C'est un texte que j'ai trouvé dans les archives du Sénat. C'est un texte, donc, on est pendant les débats qui précèdent l'adoption de la loi. Et c'est le sénateur de Californie qui avait donc proposé cette loi qui dit ça. Il parle de cet arbre. Il dit: les Anglais qui l'ont vu ont déclaré que c'était une invention de Yankee, créée de toutes pièces, que c'était un mensonge total que de tels arbres poussaient chez nous, que c'était pas possible. Et bien que la section de l'arbre ait été transportée là-bas au prix de plusieurs milliers de dollars, nous n'avons pas pu les convaincre qu'il s'agissait bien là d'un exemple de croissance américaine, de American growth. Donc encore une fois, le génie américain est ramené à sa pulsion de vie qui est présente dans l'arbre. Il ne nous croyait pas. Le but de cette loi est de préserver une de ces futaies contre les dégradations et l'injure. Et donc on voit que par le biais culturel, on arrive à une logique de préservation, mais ce qui est préservé, ce n'est pas tant l'arbre, c'est le discours sur l'arbre qui a besoin de l'arbre pour exister. D'accord ? Et j'en reviens maintenant, en quelques minutes, à Yellowstone. Comme je disais, en 1872, le Congrès a adopté une nouvelle loi qui porte création du parc national de Yellowstone dans le Wyoming. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on transpose, comment est-ce qu'on étend le modèle ailleurs et à un autre moment. Comment est-ce qu'il a pu s'adapter? On est en 72, on n'est pas du tout dans le même contexte, c'est plus la guerre de sécession, c'est le Gilded Age, on est en plein dans un moment d'expansion économique très forte, les chemins de fer sont triomphants, ils portent la croissance du pays. Et le mythe de la création de ce parc, c'est que les explorateurs qui ont vu la région en premier se sont réunis autour d'un feu de camp un soir, et se sont dit ça serait formidable qu'on préserve tout ça pour les générations futures, et on va proposer ça au Congrès, et le Congrès a écouté et s'est dit ben oui, c'est vraiment ça qu'il faut faire, et ça s'est fait comme ça. Bon, évidemment, c'est un mythe, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ça a beaucoup plus à voir avec, donc c'est ce que je vous ai montré, l'existence juste au nord de Yellowstone d'une nouvelle ligne de chemin de fer qui est le Northern Pacific Railroad, et on voit là-bas que le petit carré de Yellowstone est connecté à cette voie de chemin de fer par une petite branche, et ça permettait de doper en fait la fréquentation de cette ligne qui était concurrente de la ligne historique du transcontinental, et d'attirer des clients sur une ligne qui était par ailleurs pas vouée à un énorme succès parce qu'elle était moins centrale tout simplement. Au-delà de cette question du tourisme et de la valorisation d'une ligne de chemin de fer par la préservation de Yellowstone, ce qui est intéressant, c'est la question de quelle est la valeur en fait. Quelle valeur est-ce qu'on accorde à Yellowstone, et quelle est la valeur d'usage d'un site comme celui-là. Il y a dans un article très provocateur, il y a un historien des parcs nationaux qui est très célèbre, qui s'appelle Alfred Branty, qui a publié un article qui s'appelle « It's useless, so why not a park ?» C'est inutile, donc si on en faisait un parc. Et son idée, c'est que un parc ne peut être préservé que du fait de son inutilité. Que la condition d'existence d'un parc national, c'est que ça ne sert à rien. Il s'appuie sur un certain nombre d'éléments, notamment des débats qui ont eu lieu au Congrès à l'époque. Je vais passer assez rapidement pour laisser un peu de temps pour des questions, mais voilà, on a un premier état des lieux
qui explique clairement que cette région n'a pas de valeur commerciale. Toute la région comprise dans les limites de la réserve visée par ce projet de loi n'est pas susceptible d'être cultivée et les hivers seraient trop sévères pour l'élevage du bétail. Il est improbable que des mines ou minéraux de valeur soient trouvés ici du fait de l'origine volcanique de la région. Le problème, c'est que cette logique affaiblit en fait évidemment le projet. Elle donne lieu à deux arguments contraires. Le premier est très simple, mais il est de bon sens. Tout ça, c'est extrait des débats au Congrès. Si la région ne peut pas être occupée ou cultivée, pourquoi devrions-nous en faire un parc? Si elle ne peut pas être occupée par l'homme, pourquoi la protéger contre l'occupation? C'est logique. On ne protège pas ce qui n'est pas menacé. Et l'autre argument, c'était, là, vous nous dites qu'il n'y a pas de valeur, de minéraux, etc. Qu'est-ce qui vous dit que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, on n'en trouvera pas? Et l'argument pour contrer cet argument, justement, était étonnant. C'était, à l'avenir, si nous le désirons, nous pouvons abroger cette loi. Il y a des fautes de frappe, pardon. Si elle gêne qui que ce soit, mais je pense que c'est un bon projet de loi. Ou alors, ce projet de loi cède le contrôle sur Yellowstone aux États-Unis, de sorte que s'il apparaît à un moment donné que d'autres usages sont préférables, il sera parfaitement possible aux États-Unis de le faire. Si, à l'occasion d'un relevé plus détaillé, il s'avère que Yellowstone peut être utile pour des colons et non des déprédateurs, il sera parfaitement possible d'abroger cette loi. Et donc, en fait, on essaie de convaincre de créer cet espace en montrant que ce n'est pas très gênant, finalement. Hein, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Ce qui fait dire à Renty que Yellowstone n'a non pas été le lieu, justement, où la préservation est née, ça n'a pas été le premier parc national, mais ça a été au contraire un retour sur l'élan posé à Yosemite. Ça a posé un précédent qui est que la question de l'utilité et de la valeur commerciale du lieu devait être prise en considération avant la création d'un parc. Et il faut savoir notamment que le Grand Canyon a été créé, certes, c'est un parc national, mais il y a dans la loi qui porte création du Grand Canyon une clause qui permet la construction d'un barrage en cas de nécessité. Parce que c'est effectivement un très bon site pour stocker de l'eau, incontestablement. C'est possible selon la loi qui porte création du parc. Et donc, Renty en déduit tout simplement que le théorème de base, c'est que un parc national se définit par l'inutilité commerciale, économique du site. Donc j'en termine en fait avec ce constat, mais aussi une question. 150 ans justement après la fondation de Yellowstone, est-ce qu'il faut vraiment douter, est-ce qu'on peut vraiment douter de l'attachement des Américains à ce patrimoine naturel? S'il avait été si facile d'abroger la loi sur Yellowstone, est-ce qu'en 150 ans, il n'aurait pas été possible de le faire? Et si ça n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Je pense qu'en fait, il faut dissocier le contexte de création des parcs, justement le contexte du Gilded Age, et la question de l'appropriation populaire des parcs dont j'ai parlé. Les parcs, la préservation, l'invention d'un patrimoine naturel, tout ça, c'est immédiatement diffusé dans la culture populaire du pays. Ça a contribué à maintenir un lien, alors un lien certes ténu, certes imparfait, certes souvent incohérent, mais un lien tout de même solide entre le peuple américain et ces paysages exceptionnels. Et donc je parlais au début de la nécessité de maintenir un lien entre l'humain et le naturel pour surmonter le divorce qui est à la source de la crise écologique. Mais pour des millions d'Américains, les parcs offrent ce lien, justement. Ils le font depuis à peu près un siècle et demi, dans un mélange entre nature et culture qui est souvent présenté comme incohérent, mais qui en fait n'est pas leur point faible, qui est leur force. C'est-à-dire que les parcs sont à la fois naturels et culturels, ils sont à la fois des sanctuaires et un patrimoine, ils sont à la fois protégés et exposés. C'est leur modalité de création et d'existence, et c'est ça qui fait fondamentalement leur identité. Voilà, je vous remercie. Il y aura sûrement des questions. J'en ai juste une première, c'est la clarification entre préservation et conservation. Alors, c'est un peu un usage. Dans les années 1860, 70, 80, c'était totalement interchangeable. La préservation, c'est strictement américain. C'est ce que j'ai décrit là. C'est vraiment quelque chose qui correspond au contexte américain que j'ai évoqué. La conservation, c'est beaucoup moins original. La conservation, et d'ailleurs, ça a été vraiment tout à fait explicitement emprunté à l'Europe.
Ça apparaît déjà sous l'Empire romain, ça apparaît beaucoup en France, sous Colbert, ça apparaît aussi en Allemagne. La conservation, c'est l'idée de maintenir les ressources naturelles dans un état de santé correct qui permette de les utiliser sur le plus long terme. Et la figure de la conservation aux États-Unis, c'est quelqu'un qui s'appelle Gifford Pinchot, qui est justement parc national. Lui, il a créé les forêts nationales, et il y a des choses qui sont assez significatives, c'est que l'agence des forêts nationales est créée au sein du département, enfin du ministère de l'Agriculture, alors que les parcs nationaux sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Et pour lui, il explique qu'une forêt, c'est un champ. Il faut imaginer un champ de blé. Tous les ans, on sème, ça pousse, on récolte. Une forêt, on sème, ça pousse, on récolte. Simplement, c'est sur une période de temps plus longue. Mais il n'y a pas de différence. Entendu. Oui, je me déplace. Oui, merci pour votre performance. Je m'étonne que justement dans cette approche-là, vous n'ayez pas éventuellement abordé aussi l'angle d'attaque des Américains qui sont quand même des puritains avec le rôle de la mastérisation ou la maîtrise de la nature par les gens qui sont essentiellement des protestants. Je pense que ça a aussi une incidence. Et on a l'impression dans cette approche-là que cet espace était vide. Or, il y avait énormément de tribus indiennes qui y vivaient dans cet espace dit vide. Donc c'est intéressant peut-être c'est ce que vous avez voulu faire, évacuer cette approche-là où elle n'a pas pu être intégrée dans votre discours. Mais je pense que, surtout à cette époque-là, on commençait déjà à bien aborder, 1848, la découverte de l'or en Californie, etc. Il commence à y avoir un apport, donc on faisait venir des gens vers l'ouest, et ils sont allés très vite d'ailleurs vers l'ouest pour découvrir des minerais, etc. Et on commençait à exploiter extrêmement vite les forêts, et dès la fin des 1880, etc., il y avait les engins mécaniques qui arrivaient à déforester assez vite, et il ne restait plus que des isolats, donc comme bien sûr Yellowstone ou d'autres parcs maintenant aujourd'hui qui existent. Oui, alors il y a plusieurs aspects dans votre question. La question des Indiens, effectivement, j'en ai pas parlé, c'est pas un oubli, c'est que justement cette question-là est totalement évacuée en fait par la rhétorique ou par la politique qui est mise en place à ce moment-là. Tout simplement parce que si on se cale sur l'idée, le standard de l'idée de la wilderness, l'être humain n'y a pas sa place. Dans la mesure où il y a des êtres humains dans la wilderness, ça pose un problème fondamental, c'est est-ce qu'on reconnaît leur existence et leur présence, auquel cas on ne les reconnaît pas comme des êtres humains, ou est-ce qu'on les reconnaît comme des êtres humains, mais à ce moment-là, on nie leur présence? La réponse qui a été apportée, c'est clairement de nier leur présence. La vallée de Yosemite a été découverte à l'occasion d'une guerre justement contre des Indiens, qui s'appelait Awanichi. La vallée a été ensuite donc développée, mise en valeur comme je l'ai décrit. Et la première chose qu'ont fait les autorités du parc, c'est de demander aux Indiens de partir, de quitter cette vallée, pour recréer le mythe d'un espace vierge à humain. Ce qui est intéressant, c'est que de voir comment ils ont petit à petit repris, alors pas possession, mais comment est-ce qu'ils ont repris place dans la vallée. Ça se fait à différents moments. Ça se fait au départ d'une façon discrète, qui consiste en fait à réussir à faire en sorte que les autorités du parc les emploient dans les hôtels, comme pour s'occuper de cuisiniers, femmes de chambre, etc. Mais ils ne sont pas reconnus, leur indianité est totalement niée. Ils sont présents, mais ils ne sont pas présents en tant qu'Indiens, ils sont présents en tant que petites mains, etc. Et puis, parce qu'il faut quand même qu'ils soient là, on accepte qu'ils recréent un village où on va accepter justement qu'ils vivent ensemble. Dans un premier temps, on accepte uniquement de mettre ce village sur la partie sud de la vallée, donc exposé au nord, donc la partie où personne ne veut aller. Dans les années 1930, on a la mise en place d'une politique culturelle assez étonnante dans des parcs nationaux, mais particulièrement à Yosemite, qui est en fait les premiers westerns.
où on va en fait employer ces mêmes personnes, non plus simplement dans les hôtels, mais dans des spectacles montés pour les touristes, où on prend des Indiens de Yosemite, on les déguise littéralement, on les habille comme des Sioux, qui n'étaient pas, ils n'avaient strictement rien à voir avec ça, et on leur fait faire des spectacles exactement ce qui avait pu exister auparavant avec Buffalo Bill, et ce qu'on va représenter ensuite dans les westerns. Les premiers westerns ont été mis en scène dans des parcs nationaux. Progressivement, dans les années 1960 et encore plus maintenant, il y a la volonté de réintégrer, de réhistoriciser justement la présence des Indiens dans ces vallées. Ça se fait très progressivement, très doucement, d'abord avec la reconstitution de villages, mais sans évidemment donner accès ou quoi que ce soit aux Indiens à ces villages. Ensuite, en leur donnant la possibilité d'y aller, notamment dans des fins cultuelles, de façon exceptionnelle, quelques jours par an. Ensuite, on va mettre en valeur l'artisanat, notamment les paniers qu'ils faisaient particulièrement adroits dans la confection de paniers, des choses comme ça. Et maintenant, cette partie de l'histoire de la vallée est au contraire complètement mise en avant, complètement intégrée à quasiment la muséographie, il faudrait appeler ça comme ça, de la vallée. Mais c'est pas étonnant. Ce qui est ironique, c'est qu'en fait, ça se fait dans un mouvement général de mise à distance de la wilderness et de la wilderness comme concept culturel. C'est-à-dire que dans le même temps qu'on reconnaît l'existence d'une culture indienne locale et d'une histoire indienne dans la vallée, on va aussi mettre en avant l'histoire des premiers pionniers et l'histoire des premiers tenanciers d'hôtels, etc., de restaurants. Et ça se traduit par la possibilité de visiter le cimetière de Yosemite, qui, comme tout cimetière, signifie l'existence d'une vie passée. Et donc, le fait que les autorités du parc donnent accès à un cimetière qui en fait était caché auparavant, je l'ai cherché pendant longtemps et on ne pouvait pas le voir. Et je dis ça quand je faisais ma thèse, on n'y avait pas accès. Maintenant, non seulement on y a accès, mais on est encouragé à y aller. Et ça fait partie du même mouvement de mise à distance du discours traditionnel sur la wilderness, en prenant évidemment, en acceptant de reconnaître tout ce que vous avez évoqué, à savoir la difficulté que ça pose par rapport à la culture indienne qui existait là. Pour ce que vous avez évoqué, tout le reste sur les protestants, oui, l'or en Californie, oui. Je ne sais pas quelle question vous posiez en fait, mais je ne suis pas sûr que l'élément protestant là pour le coup ait grand-chose à voir. Par ailleurs, la question des destructions et des dommages causés à la nature par la ruée vers l'or, c'est pas là. C'est nettement plus au nord. Ça a été très important à un moment donné. C'est rentré en considération plus tard. En 1890, le parc national de Yosemite est créé, justement en réponse à la prise en considération de risques environnementaux qui deviennent apparents. Mais là, on est en 1860. 1848, l'or est découvert, oui. Mais les dommages créés, ce que vous évoquez, les destructions de forêts, etc., en 1860, ce n'est pas le cas. Il n'y en a pas. C'est 1870, 1880. Et là, pour le coup, c'est massif. Et il y a une réponse à ce moment-là. Mais on ne parle pas des mêmes périodes du tout. Merci. Oui. Moi, j'aurais voulu dire un mot peut-être de ce que la nature représente pour les Américains, un petit peu mystique, enfin, comme le philosophe Thoreau qui a donc magnifié la nature comme un endroit où l'homme se ressource et se retrouve son intégrité. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout le substrat philosophique, culturel du transcendantalisme, Thoreau, Emerson, etc., est essentiel aux États-Unis. J'en ai pas parlé parce que justement, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça n'a rien à voir. C'est étonnant, mais ça n'a rien à voir. Un épisode assez frappant permet d'évoquer ça. John Muir, qui était donc un des grands penseurs aussi de la nature et un des grands défendeurs de la préservation, mais pas sous son aspect culturel, justement, était un grand admirateur de Emerson. Et Emerson est allé à Yosemite et
Emerson a voulu dormir une nuit à Yosemite. Il a rencontré John Muir, et John Muir était très très heureux et content, et ému de pouvoir discuter avec Emerson, qui était déjà assez âgé à ce moment-là. Évidemment, John Muir a voulu l'emmener dans la forêt et a voulu passer une nuit dans la forêt avec lui. Et Emerson a refusé parce qu'il ne voulait pas dormir à même le sol, évidemment, dans la forêt. Et John Muir a eu un propos assez dur, je pense, au sens où il a, de ce jour, plus jamais voulu lire Emerson et a compris que, en fait, on parlait de deux choses totalement différentes. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a le cadre culturel, la valorisation de la nature, l'appréciation de la nature, la remise en question du lien de l'homme à la nature qui procède de la révolution industrielle, de toutes ces choses-là qui sont effectivement tout à fait présentes aux États-Unis aussi. Mais ces choses-là sont cohérentes avec le cadre général dans lequel les parcs nationaux sont créés, mais Thoreau et Emerson n'ont rien véritablement à voir avec la création des parcs nationaux qui, dans un premier temps, sont exclusivement, vraiment, une création culturelle et politique qui vise à créer un patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'après, ces deux traditions ne puissent pas se rejoindre. Mais au moment au moment des années 1860-70, au moment où tout ça se crée, on ne parle pas de la même chose. C'est pas quelque chose qui est essentiel à la création des parcs nationaux. C'est assez étonnant, mais... Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cette conférence passionnante. Et en fait, je voulais savoir si du coup maintenant, actuellement, avec les notions d'écologie, enfin tout, et aussi bon, je ne sais pas si aux États-Unis sur la menace, comment du coup est perçu ces parcs et aussi comment la gestion de ces parcs est modifiée ou pas, ou voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement maintenant? Alors, c'est une question très très vaste, très intéressante. Les parcs nationaux sont... alors, aujourd'hui, il y en a 64. Et donc, il y en a qui ont été créés plus récemment et qui ont été créés dans un contexte différent, évidemment, de ce que j'ai évoqué. Notamment avec, pour certains, les plus récents notamment, des motivations qui sont beaucoup plus clairement environnementales. Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, le cadre qui a été posé à l'époque perdure. Et donc, il y a cette idée, dès le départ, dès 1864, dès Yosemite, et renouvelée à Yellowstone, etc., l'idée que les parcs sont créés for the enjoyment of the people, avec cette idée que les gens doivent pouvoir y aller pour en jouir. Et donc, l'accès au parc, et un accès aussi libre que possible, est essentiel, véritablement, à l'identité même d'un parc national. Ce qui, en termes de gestion et de protection de l'environnement, est complètement incompatible. Plus on amène de gens dans un site protégé, moins on peut protéger ce site. C'est évident. Et ils sont pris au piège, en quelque sorte, de cette définition. C'est allé jusqu'à la Cour suprême, à propos d'un pont à Yosemite où les gens voulaient absolument accéder parce qu'ils voulaient prendre une photo prise, enfin la même photo que Ansel Adams avait prise, et il fallait aller sur le pont, et donc les autorités du parc ont dit on va enlever le pont, comme ça ils arrêteront d'y aller et on pourra enfin protéger ce site. C'était jusqu'à la Cour suprême qui a rendu un arrêt en faveur des touristes et non pas en faveur du parc. Parce que justement il y a cette idée de... on en parlait tout à l'heure avec les lycéens justement, ils étaient étonnés de ça, et c'est vrai que c'est étonnant, mais il est impensable d'avoir un parc national qui exclut les gens. Historiquement, ça a été très utile. Justement, c'est ce que je leur disais. Dans les années 1900-1910, le plus grand, celui qui a le plus fait pour les parcs nationaux, c'est Henry Ford. Parce que, en permettant aux gens d'y aller, il juste donnait une justification radicale à ceux qui voulaient les préserver contre ceux qui disaient ça ne sert à rien, on peut les supprimer. Mais évidemment, il y a un moment où ça pose un problème évident de gestion et de protection des espaces. Et on n'envisage pas du tout de contingentement, comme par exemple à Marseille, dans les calanques C'est extrêmement compliqué. Il y a ce qu'on peut... Alors, pour l'accès au parc, non.
Pour l'accès à des sentiers, oui. Il faut s'inscrire, il faut réserver, il faut s'inscrire parfois 1 an auparavant, voire plus. Oui. Mais l'accès au parc, non. Il y a aussi la question d'interdire aux gens d'y aller en voiture, de faire des transports en commun, des choses comme ça, mais c'est pareil, ça passe pas. Alors, il nous reste peut-être juste une petite minute pour 1 ou 2 questions. Bonsoir. Vous avez parlé de l'instrumentalisation de la nature avec les arbres au niveau des animaux, parce que Yellowstone, finalement, l'image qu'on a, c'est toujours l'image des bisons, enfin la première chose qui vient. Est-ce que c'est venu en même temps et est-ce que ça a été joué pareil? Non. Non. Pour le coup, il n'y a pas le même... mais bon, on pourrait aussi parler de l'aigle. Non. Ça, c'est plus tard, c'est les années 1800. Enfin, c'est... La loi sur la protection de la faune, la date m'échappe tout de suite, mais c'est plus tard. Et ça se fait dans un autre cadre. Dans un cadre extérieur aux parcs nationaux. C'est la faune en général. C'est pas tout à fait le même moment. Merci. Vous parliez de clauses liées à ces parcs en cas de découverte de ressources. Ma question est donc la suivante. Vous avez aussi parlé de l'aspect visuel des parcs ou de la nature à préserver. Et donc, je souhaitais savoir si il y avait eu des découvertes ou s'il y avait un quelconque intérêt, nappe phréatique ou autre activité souterraine à exploiter, et qui ne serait pas opposé à une préservation visuelle des sites. S'il y a eu des intérêts ou s'il y a eu du lobbying de quiconque pour exploiter sur des superficies qui sont quand même notables. Alors, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est ça. C'est une vallée... Hetch donc qui est juste au nord de la vallée de Yosemite, mais qui est dans le parc. J'avais envisagé d'en parler, pour ça que ça se trouve ici. Ça ressemble à ça, c'est une vallée qui ressemble à Yosemite et qui a été mise en valeur par la construction d'un barrage, là pour le coup, avec un énorme débat pendant longtemps sur l'idée de savoir si on pouvait sacrifier cette vallée, puisqu'elle ressemble à Yosemite, et Yosemite on la préserve. L'idée que c'était un doublon, et qu'à ce moment-là on pouvait justement l'inonder pour amener de l'eau potable à San Francisco, avec un débat qui porte sur est-ce que véritablement la construction d'un lac va nuire à la beauté du site, puisqu'au contraire, ça va permettre d'embellir encore le site, parce que le lac va servir de miroir, etc. etc. La réponse, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Ça a été effectivement, le barrage a été construit. Et l'eau qu'on boit à San Francisco vient de Yosemite. Et les cable cars de San Francisco, qui continuent à opérer, existent encore parce qu'ils sont alimentés par l'électricité fournie par le barrage de Yosemite, qui est gratuite pour la ville de San Francisco et qui éclaire la mairie de San Francisco et les cable cars, et qui sont donc rentables à ce titre, qui ne seraient pas sans quoi. Bien, merci à notre conférencier, M. Figueiredo. Merci à vous et bonsoir.